Alors dans cette vidéo, nous allons voir les principales nouveautés de Photoshop CC pour Photoshop Creative Cloud. Donc ceux qui connaissent très bien Photoshop CS6 seront évidemment pas dépaysés puisque l'interface est identique. Photoshop CS6 avait pris un tournant assez décisif avec une interface sur fond sombre que vous pouvez régler dans les préférences. Et donc c'est vrai que d'apparence en tout cas, il y avait quand même une assez grande différence entre Photoshop CS6 et Photoshop CS5. Il y avait aussi beaucoup de grosses nouveautés dans Photoshop CS6, beaucoup de choses importantes ont été mises en place, ce qui fait que c'était vraiment une version majeure. Pour Photoshop CC, ça va être un petit peu moins le cas puisque les nouveautés évidemment sont intéressantes. Je vais être tout à fait honnête, elles ne sont pas, c'est pas vraiment un must-have comme on dit. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont pratiques, comme à chaque fois qu'on a des nouveautés dans Photoshop, une fois qu'on les utilise, on peut pas trop revenir en arrière, enfin en tout cas on se dit qu'on s'y habitue, et que c'est difficile après de faire le pas en arrière, mais autant je pourrais ne pas revenir dans CS5, j'ai vraiment pris l'habitude de CS6, il y a plein de choses que j'utilise tout le temps, autant pour Photoshop CC c'est un peu moins évident, et vous allez voir pourquoi, puisque ce sont des nouveautés quand même qui font appel à des cas un peu particuliers. Il y a juste un truc qui est vraiment bien utile, c'est bien entendu la nouvelle version de Camera Raw qui repose sur les travaux communs de l'équipe de Lightroom et de Camera Raw, et vous allez voir que ce qui a été fait dans Camera Raw c'est des choses qu'on attendait depuis très longtemps. Donc évidemment ça dépend de votre cas de figure, ça dépend de votre précédente version de Photoshop, ça dépend si vous faites beaucoup de développement numérique. J'ai envie de dire que si vous faites pas énormément de développement photo sur des fichiers bruts, et que vous êtes passé récemment à CS6 et que vous n'utilisez pas forcément toutes les nouveautés, il est probable que cette nouvelle version Photoshop CC soit pas spécialement intéressante pour vous. Pour ceux qui font du développement numérique et qui utilisent Photoshop CC intensivement, par exemple pour du matte painting, vous allez voir que le nouvel algorithme qui permet d'améliorer les photos un peu floues peut vraiment vous sauver la vie sur des photos qui sont un peu complexes à utiliser ou pas forcément utilisables et qui du coup vont pouvoir le devenir. Donc ici on est sur une photo qui a été pris avec un shutter speed, c'est-à-dire un temps d'obturation assez faible, puisque l'objectif qui a pris la photo c'était pas un objectif haut de gamme, c'était même un appareil photo d'entrée de gamme. Les conditions de lumière, malgré ce qu'on peut voir ici, ce que laisse présager la photo, elles étaient difficiles puisque c'était un contre-jour, et ça reste encore une fois un appareil photo d'entrée de gamme qui n'a pas beaucoup de luminosité au niveau de sa lentille. Ça veut dire que dans ces cas-là on est obligé d'augmenter le temps d'obturation, et donc c'est-à-dire le temps où on laisse le diaphragme ouvert, et donc pendant ce temps-là on est plus sujet au mouvement, c'est-à-dire qu'on peut bouger, et quand on bouge évidemment ça fait une photo floue. Alors ici si on zoome, on voit particulièrement bien ce qui s'est passé, c'est que donc effectivement sur le portrait c'est flou, c'est pas flou partout, mais on voit quand même que c'est pas, sur les arêtes c'est pas spécialement net. Alors évidemment il y a une courte profondeur de champ au passage qui n'aide pas, donc ici toutes les conditions se réunissent pour avoir un joli flou du bouger, et avoir une photo qui est pas spécialement intéressante. Donc si on va dans filtre et qu'on va dans renforcement, vous allez voir un petit nouveau qui s'appelle donc, hop, ici réduction du tremblement. Ça doit être Camera Shake Reduction en anglais, prononcé avec l'accent français. Et pour mieux voir les nouveautés de Photoshop CC, on va tout de suite aller chercher l'espace de travail en haut à droite et on va dire nouveautés. Alors il y a quelques éléments qui sont marqués comme étant nouveautés qui en fait le sont pas forcément. Dans nouveauté au passage, vous voyez qu'il me change la taille des panneaux, ce qui n'est pas forcément aussi quelque chose qui est pratique. J'aurais juste aimé garder la taille d'origine. Donc en fait on va cacher pour le moment caractère, style de paragraphe, et c'est surtout les formes en fait voilà qui vont définir l'épaisseur du panneau, puisque ces panneaux ne peuvent pas être redimensionnés. Voilà, à partir de maintenant vous voyez qu'on peut remettre les panneaux normalement. Donc forme et tout ça, on va les ancrer en fait sur le côté. Hop là, si j'y arrive, normalement il devrait me proposer une petite barre avec les icônes. Alors hop, on le voit apparaître, ça y est. Et maintenant on va le replier sous forme d'icône. Et on va ranger tout ça, et comme ça vous allez avoir un espace de travail qui correspond à ce que vous avez par défaut avec les indispensables, mais avec les nouveautés qui sont surlignées en bleu, et le panneau propriété, on va le mettre au-dessus des calques. Les styles de caractère, on va ancrer ça ici, et la 3D qui n'est vraiment pas indispensable, on va la mettre ici. Voilà, comme ça tout le monde est content. Et donc vous remarquez maintenant que dans les menus, on a des éléments surlignés en bleu sur des nouveautés. Alors c'est pas forcément des nouveautés, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Par exemple, fluidité, c'est pas une nouveauté bien entendu. Et la nouveauté, c'est de pouvoir mettre fluidité sur un objet dynamique. Mais en fait, cette nouveauté avait été introduite pour les membres du Creative Cloud sur CS6. Donc si vous avez une version boîte de CS6, vous n'aviez pas eu cette mise à jour si vous aviez un Creative Cloud.
Donc déjà, vous pouvez maintenant bénéficier de Photoshop CC automatiquement, donc c'est la première bonne nouvelle. Mais en plus, on peut mettre fluidité sur un objet dynamique, tout comme le Photoshop CS6 mis à jour. Donc c'est pas toujours forcément des nouveautés au vrai sens du terme. Par contre, dans renforcement, on remarque réduction du tremblement et aussi netteté optimisée, dont on va parler un petit peu plus tard, qui est un algorithme amélioré de la netteté optimisée, qui était lui-même à l'époque un algorithme amélioré de l'accentuation. Donc on va aller sur réduction du tremblement, puisque c'est ça le premier sujet, c'est un peu la nouveauté star, la nouveauté mise en avant par Adobe pour cette nouvelle version, qui est vraiment spécifique à Photoshop CC, qui n'est pas et ne sera pas disponible dans Photoshop CS6. On va aller dans réduction du tremblement. Donc vous voyez qu'il y a une première zone qui est sélectionnée pour moi, donc on va déjà commencer par diminuer le zoom histoire d'y voir un peu mieux. Donc je vais pas vous mentir, c'est un algorithme qui prend beaucoup de ressources machines. Là je suis sur un MacBook Pro Retina, ça veut dire qu'il y a 4 processeurs, 4 cœurs, des vrais cœurs, hein, c'est pas des cœurs logiques, c'est des cœurs physiques. 4 corps à 2.5 GHz, ou 2.6, je me souviens plus exactement, on peut aller voir vite fait d'ailleurs, poum poum, c'est la première génération, 2.3, j'étais super optimiste. Et en fait il passe en mode turbo, et je sais pas jusqu'où ils vont, mais il s'overclock automatiquement comme tous les i7. Je sais que le nouveau doit être en option à 2.6, je crois que c'est l'option qui a 2.6. Donc ça fait quand même une machine qui a 4 cœurs, 8 Go de RAM sur un SSD. Toute la suite CS6 et CC fonctionne sans aucun problème, de manière très fluide, ainsi que Lightroom 5 d'ailleurs. Donc c'est vraiment une machine assez stable et assez rapide. Et pour autant, c'est la première fois que je vois un filtre autant galérer. Donc l'analyse qui est faite pour le bruit et le flou doit vraiment consommer beaucoup de ressources machine, puisque ça met un peu de temps à chaque fois qu'on va ajuster ici les paramètres. Donc les paramètres de vectorisation du flou, ça permet de détecter en fait quelle est l'épaisseur du flou que l'on veut avoir. Plus on va avoir une limite de vectorisation faible, plus le calcul va être fin et plus il va être long. Et inversement, si on va dans une limite de vectorisation qui va être proche de 100 pixels, et à fond ensuite de 100 voilà, jusqu'à 200, là ça va vraiment être assez long. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je change la glissière, hop, il refait une analyse. Donc on va quand même regarder ce que ça donne déjà au niveau du résultat. J'ai pris une photo volontairement très floutée, pour qu'on puisse vraiment voir à la fois les effets du filtre et à la fois ses limites. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas ultra friand en fait des démonstrations officielles des éditeurs, puisqu'évidemment il y a quand même derrière du marketing, et il faut évidemment que quand on met en démonstration un filtre sur une photo, il faut que ce soit en gros un peu spectaculaire, et que la photo elle était floue avant et en un clic elle redevienne nette. Donc ça c'est ce qui se passe quand on fait des démos pour le grand public, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. La question c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil et jusqu'où ça va aller. Et il y a des choses évidemment qu'on peut pas faire. En l'occurrence, on ne peut pas faire des miracles. Donc c'est évidemment une photo en JPEG. Comme je vous l'ai dit, c'est un appareil photo d'entrée de gamme. Donc ce que je lui ai donné à manger là, c'est vraiment pas un cadeau. Et pourtant, vous voyez que quand on zoome, évidemment, c'est pas une qualité monstrueuse, mais si on fait le avant et le après, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de détails qui ont été retrouvés. Et le prix à payer, puisqu'il y a eu une vectorisation du flou au passage, c'est d'avoir des artefacts qui ressortent. Ces artefacts, on peut les lisser et essayer de les supprimer. Donc si on met une suppression, on va mettre 0, par exemple. On va attendre qu'il fasse le rendu. Vous avez une barre de progression là-bas, en bas là, qui s'affiche. Donc on va mettre aucune suppression en artefact. Et normalement, s'il ne me fait pas mentir, on devrait avoir plus d'artefacts que si évidemment on pousse la glissière à fond. Donc ils sont devenus un petit peu plus nets. Je ne sais pas si ça a été évident pour vous. On va les supprimer à fond en mettant 100% de suppression d'artefacts. Et évidemment, quand on va faire ça, on va perdre, voilà, un petit peu du flou que l'on a réduit. Donc il faut jouer un peu entre les deux. Le lissage, ça va être la même chose. Ça va être, si on met pas de lissage, on va retrouver beaucoup de net. D'ailleurs, si on met pas de lissage, pas de suppression d'artefact, on a le résultat de l'algorithme de la manière la plus brute qui soit. Et on voit du coup toute la vectorisation se faire. Et comme vous le voyez, évidemment, ça fait quand même beaucoup de bruit et de détails qui sont pas très jolis. Et donc il faut voir en fait jusqu'où on est prêt à aller en lissant le résultat et en supprimant les artefacts. Si vous imprimez cette image en très très grand, et que du coup vous allez la regarder forcément d'assez loin, ou que vous la publiez sur internet en petit, ça devient intéressant de ne pas utiliser de lissage du tout, parce que regardez, une fois qu'on publie cette image sur internet, elle va être dans cette taille là, et là vous voyez que on a vraiment une image qui est nette en fait, à peu de choses près. Si on fait le avant, vous voyez là c'est flou,
et on voit clairement que c'est flou même à cette taille-là. Dès qu'on met l'aperçu, hop, on retrouve tous les détails. Regardez sur l'objectif, il y a même des éléments qu'on voyait pas, et tous les petits détails vont ressortir. Sauf qu'évidemment, quand on se rapproche à la taille réelle à 100%, et bien évidemment, on remarque tous les artefacts qui ont été générés à cause ou grâce, c'est selon, grâce à la limitation de la vectorisation. Puisqu'évidemment, c'était un phénomène, c'est un algorithme de vectorisation qui va permettre en fait de retrouver, d'après les métadonnées de l'optique, comment le flou a été opéré sur l'image. Donc on remarque qu'on peut lui donner à manger une zone. Pour l'analyse du flou, ici le flou, on va lui demander de se concentrer spécifiquement sur le visage et une partie de la fenêtre. On peut d'ailleurs, vous le voyez ici, sélectionner manuellement la longueur et la direction d'une vectorisation de flou. Donc ça permet de dire si le flou il est en diagonale, de donner la direction. Ça peut être utile sur des sujets qui sont débulés, c'est-à-dire qui sont décadrés. Par exemple, vous prenez en photo une voiture en mouvement. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un flou du bouger de 2 mètres. C'est-à-dire si vous prenez une Formule 1 et qu'elle est toute floue parce qu'elle se balade à 300 km/h et que vous avez shooté à 60e, évidemment ça va être complètement flou et il sera impossible de la retrouver nette. Mais si jamais vous avez une direction pour un sujet qui se déplace, ça peut valoir le coup évidemment de le réduire et de lui indiquer la direction grâce à ça. Donc on peut changer la zone, on peut changer la direction, on peut donc agir sur le lissage et la suppression des artefacts. On a bien vu que c'était un compromis évidemment. On peut indiquer aussi plusieurs zones, par exemple ici, on peut lui indiquer une autre zone de flou que je peux supprimer en cliquant sur sur la petite poubelle ici d'ailleurs, ou ne pas la prendre en compte en cliquant sur la petite coche. J'ai un détail qui me donne la taille réelle de l'image, puisque comme vous le savez, on règle toujours la netteté à la taille 100% des pixels et non pas à la taille d'aperçu, puisque quand on fait une taille d'aperçu, il y a forcément une agglomération des pixels. Donc la manière la plus précise, c'est toujours de voir à 100%, ce qui explique que tous les outils qui travaillent sur la netteté dans Photoshop vous affichent toujours une petite fenêtre à 100%. Donc il n'y a pas beaucoup plus de trucs à gérer sur cette réduction du tremblement. J'ai pris une image, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, vraiment à la limite de l'exploitable, pour que vous vous rendiez compte de ce que fait vraiment l'algorithme, plutôt que de prendre une image où ça marche vraiment d'une manière spectaculaire, parce que j'ai déjà un peu préparé le terrain, je sais pertinemment que cette image n'est pas très floue, et que en plus il n'y a pas besoin de grand chose pour la corriger. Donc je réduis pas les efforts qui ont été faits, ni vraiment le fait que ce filtre soit efficace. Je veux vraiment vous montrer dans quelles limites on peut s'en servir. Une image complètement floue, comme je vous l'ai dit, une Formule 1 qui se balade à 300, vous l'avez pris avec un temps d'obturation assez faible, il va y avoir un flou du bouger absolument monstrueux, ce qui peut être très joli d'ailleurs. Il faut pas compter là-dessus, ça va pas faire un miracle et vous donner un truc aussi net que si vous avez pris cette Formule 1 à 4 millièmes par exemple. Avec un shutter à 4 millièmes, 4 millièmes de seconde évidemment c'est très court, ça va très vite. Donc vous avez le temps de shooter un sujet en déplacement et de quasiment pas avoir de flou du bouger. Bon évidemment du coup il n'y a pas beaucoup de lumière puisqu'elle n'a pas le temps d'entrer dans le capteur, mais si vous avez des optiques qui sont lumineuses, du coup ça devient possible. Donc quand on va cliquer sur OK, on aura appliqué le filtre bien entendu. On peut revenir en arrière avec CTRL-Z, on va voir qu'on peut convertir en objet dynamique, et si on va dans filtre, renforcement, réduction du tremblement, on peut très bien donc faire une réduction du tremblement qui va s'appliquer donc sur un objet dynamique, ce qui permet de revenir à tout moment sur ce filtre pour changer éventuellement les réglages. Donc évidemment, comme d'habitude, si vous pouvez, il vaut mieux du coup utiliser un objet dynamique, hein, c'est valable pour tout Photoshop en fait. Donc on va cliquer sur OK, on va lui faire appliquer, évidemment du coup c'est un peu plus long quand on lui demande d'appliquer ça sur un objet dynamique, mais ça marche quand même particulièrement bien. Et maintenant donc j'en ai parlé brièvement, mais la fluidité permet aussi de s'appliquer sur un objet dynamique. Alors il faut faire attention, si vous appliquez une fluidité sur un calque dynamique où il y a déjà une réduction du tremblement, ça va être quand même un petit peu violent en matière de ressources machine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la réduction du tremblement. C'est donc très efficace sur les petits flots du bouger, c'est efficace sur les gros flots du bouger ou sur les images floues comme on a ici, mais évidemment du coup il faut s'attendre à quelques contreparties, c'est-à-dire des effets d'artefacts et puis aussi vous le voyez des effets de halo puisqu'il y a eu une accentuation de netteté qui a été faite sur cette photo. Et donc du coup, si vous l'affichez à taille 100%, on va voir que cette image a été endommagée. Là, à une taille écran, vous voyez que le filtre fait quand même pas mal de travail. On retrouve plein de détails sur les cheveux, sur les arêtes, etc. Donc ça marche plutôt bien. Je suis assez curieux de voir comment ça va être amélioré dans le futur, parce que c'est déjà une première bonne version de ce filtre.
Reste à savoir si d'un point de vue technologie, il y aura moyen en fait d'améliorer le résultat. Donc on va maintenant voir un autre gros morceau de nouveautés. On va commencer vraiment par le plus impressionnant parce que je pense que c'est ce que vous avez envie de voir en premier. Donc on va éventuellement enregistrer cette image. De toute façon j'ai un objet dynamique, donc du coup j'ai pas spécialement de problème. Si jamais je veux enlever, je pourrais très bien enlever. Donc tout comme dans Photoshop CS6, on remarque l'enregistrement en arrière-plan qui me permet de continuer à travailler pendant ce temps-là. Donc ce qu'on va voir par la suite, c'est tout simplement le nouveau Camera Raw. Donc comme vous le savez, les équipes d'Adobe travaillent en partenariat entre l'équipe de Lightroom 5 et l'équipe de Camera Raw, bien entendu, enfin l'équipe de Photoshop et l'équipe de Lightroom, puisque l'équipe de Camera Raw c'est évidemment aussi en partie celle de Lightroom. Donc le moteur de développement de Camera Raw c'est le même que celui de Lightroom et inversement. Donc en gros, quand on a vu dans Lightroom 5 les nouveautés apparaître dans la version bêta, on a tout de suite compris ce qu'il allait avoir dans la nouvelle version de Camera Raw. Donc si vous avez suivi ma vidéo sur les nouveautés de Lightroom 5, ou si vous avez déjà suivi ma formation complète sur Lightroom 5, vous devez vous douter de ce dont je parle. On va ouvrir tout simplement rapidement une image sur Camera Raw. Donc on va faire clic droit, ouvrir dans Camera Raw, dans Bridge, et on remarque donc Camera Raw 8.0, donc c'est bien la nouvelle version. On était sur Camera Raw 7 dans Photoshop CS6 et on est donc maintenant naturellement dans Camera Raw 8 sur Photoshop CC, puisque maintenant on ne donnera plus de numéros à Photoshop. Il s'agit de Photoshop 14 d'ailleurs, pour information. C'est la 14e version de Photoshop, mais ça fait un moment, ça fait depuis Photoshop 7 qu'on n'a pas donné de numéros à proprement parler, puisque après Photoshop 7 on était passé sur Photoshop CS pour Creative Suite. Donc maintenant on est sur Creative Cloud, Camera Raw 8, qui évidemment supporte de nouveaux appareils photo, et qui va pouvoir aussi vous introduire deux nouveautés principales qui sont vraiment selon moi essentielles. C'est le nouveau correcteur. Enfin, on va pouvoir faire un correcteur à main levée. Exemple, ici sur ce panneau j'ai une trace, j'en ai même plusieurs. Retouche de ton direct, ce correcteur avant c'était un correcteur avec juste des cercles comme ça. C'est-à-dire qu'on donnait hop un coup ici, puis hop un coup ici pour corriger plusieurs morceaux. Eh bien la nouveauté maintenant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement dessiner une forme et lui demander d'aller chercher exactement ce qui peut matcher. Et vous voyez évidemment que c'est extrêmement intéressant puisque du coup ça va beaucoup plus vite. Toutes les petites ridules par exemple sur des portraits, ça va aller beaucoup plus vite que de faire plein de petits trous, plein de petits ronds. Donc évidemment c'est aussi simplement logique, hein, c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir tout simplement depuis le début. Dès que cet outil est apparu, il est apparu avec Lightroom 2 en fait. Et dans Camera Raw, alors là ça va être difficile de me souvenir, ça doit être je pense la version 5 ou un truc du genre. Il y avait déjà, si vous voulez, la technologie qui permettait de faire du correcteur dans Photoshop. La technologie dans Photoshop elle existait déjà. Et quand c'est apparu dans Camera Raw et dans Lightroom, on s'est dit mais pourquoi diable c'est pas disponible dans Camera Raw, parce que c'est un correcteur de ton direct, et par quel miracle on peut pas faire des traits continus. Alors bon, je pense que ça pose quand même aussi des problèmes au niveau de la synchronisation XMP, au niveau du développement, et vous voyez que c'est quand même vraiment super efficace. C'est de plus beaucoup plus facile à utiliser à la tablette, puisque avant faire un drag and drop à la tablette, un glisser-déposer, ça changeait la taille de la brosse. Or, avec une tablette graphique, il est très difficile en fait de faire un clic, un pointage. Pourquoi ? Parce que la tablette graphique est extrêmement sensible, et à peine je vais appuyer et glisser, eh bien je vais faire un glisser-déposer. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de ne faire que cliquer en faisant un petit tap sur la surface de la tablette, mais la mine est tellement fine et elle analyse tellement de fois par seconde mon mouvement qu'elle a cru que j'ai fait un glisser-déposer. Et on se retrouvait à changer la brosse dans Camera Raw en utilisant la tablette alors qu'on ne voulait que faire un clic. Du coup, vu que maintenant le glisser-déposer, vous le voyez, est associé à un outil de retouche, et bien du coup, j'ai plus de problème de changement de brosse, et vous voyez que j'ai pu corriger toutes les petites griffures sur mon panneau d'une manière extrêmement simple. Donc si je vais dans les retouches de ton direct, on remarque tous les coups de tampon. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais alors avant, quand on voulait les enlever, ces trucs-là, il fallait les cliquer un par un et venir les supprimer, ce qui était extrêmement fastidieux quand sur un portrait, par exemple, vous aviez des dizaines et des dizaines de petits coups. Alors déjà, vous en avez des dizaines et des dizaines parce qu'on est obligé de faire plein de petits rangs, donc déjà ça ne devrait plus arriver. Donc maintenant, autre nouveauté, on peut sélectionner plusieurs, vous le voyez, coups de tampon et les supprimer avec tout simplement la touche Alt. Donc ici, j'ai mon retouche de temps direct. Je vais appuyer sur Alt et dire, par exemple, ces deux-là, là sur le côté, poum, je les enlève.
Donc ça évite de cliquer de manière très fastidieuse sur les coups de tampon. J'appelle ça un coup de tampon parce que c'est un tampon dans Photoshop, mais en réalité ici c'est une brosse qui s'appelle retouche des tons directs, puisque l'icône c'est un pinceau, mais ça fonctionne sur le principe du tampon correcteur localisé dans Photoshop, si ce n'est que ce n'est pas un algorithme de Content Aware, c'est un petit peu différent. On pourrait pas faire un Content Aware directement dans Camera Raw, il faudra passer par Photoshop. Donc ça c'est la première grosse nouveauté de Camera Raw. On peut se dire, enfin on peut donner des coups de brosse qui ne sont pas des coups qui ne sont pas forcément arrondis, donc ça change quand même la vie, je vous garantis que ça par contre, une fois que vous y aurez goûté dans Photoshop CC et dans Camera Raw 8, si vous n'avez pas Lightroom en tout cas, vous allez vraiment avoir du mal à revenir sur CS6 avec son ancien Camera Raw, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Par exemple, pour faire un trucage ici et venir corriger la typo, ça va être, vous le voyez, beaucoup plus simple, puisque en 2 coups de cuillère à peau, hop, on va pouvoir, vous le voyez, enlever l'inscription de manière très facile, et peut-être écrire autre chose à la place, quoi. On pourrait même, je pense, aller jusqu'à carrément refaire le panneau lui-même en effets spéciaux, pour écrire autre chose, en enlevant les lettres. Et vous voyez que ça donne vraiment de très très bons résultats, quoi. Donc on va revenir en arrière, parce que là c'est un petit peu dommage. On peut revenir en arrière plusieurs fois avec l'historique intégré, accessible tout comme dans Photoshop sur CTRL-ALT-Z. Et ça vous permet de revenir en arrière plusieurs fois. Si vous faites CTRL-Z, vous ne pouvez revenir en arrière qu'une seule fois, et ce sera une bascule. Donc on a encore des nouveautés dans Camera Raw, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, il va bénéficier de tout ce qui a été fait dans Lightroom 5, ou inversement, parce que pour être honnête, je sais pas vraiment dans quel ordre ça a été fait. En tout cas, Lightroom 5 est sorti une semaine avant Photoshop CC, mais bon, on se doute bien que tout ça a dû être fait de concert par les ingénieurs Adobe. Eh bien, on parle en fait d'un nouveau filtre qui s'appelle le filtre radial. Alors, vous devez connaître le filtre gradué qui permet en fait d'appliquer un réglage d'un point A à un point B. Ça veut dire que si je veux, par exemple, éclairer cette image à partir d'un angle, je vais envoyer d'exposition, je vais commencer en haut à droite et ça éclaire de A vers B. Vous le voyez ici, c'est-à-dire du vert vers le rouge. Mais ça fait en fait une droite. Le filtre radial, c'est exactement le même principe, mais ça va le faire à partir d'un rond, c'est-à-dire d'un rayon. Donc je vais par exemple me centrer sur le logo, et vous voyez ici que en fait je vais appliquer un réglage de pas de réglage vers l'extérieur, vers le vert. Alors vous pouvez me dire, mais si j'avais envie de faire l'inverse, eh bien tout simplement on va cliquer sur l'effet intérieur, et ça va appliquer, c'est-à-dire de rien, vers le vert, c'est-à-dire en gros une exposition à 1,50. Et on va pouvoir, vous le voyez, envoyer de la lumière sur un élément en particulier qui peut être circulaire, qui peut être elliptique, c'est pas obligé d'être un rond parfait. Et par exemple sur ce logo, on va pouvoir légèrement l'éclairer, on va pouvoir lui envoyer de la clarté pour le faire ressortir, et de la saturation pour faire ressortir le rouge. Et vous voyez que on a fait un effet en particulier sur ce logo. Alors pour faire le avant-après, il faut se mettre sur le bon outil, voilà. Et là vous avez le avant-après. On peut très bien faire aussi une vignette décentrée. On va cliquer sur terminer et on va se mettre par exemple sur cette image qui a été prise au London Eye, à Londres donc c'est la grande roue qui est exploitée par une célèbre marque qui produit de l'électricité en France, je vais pas dire le nom, mais elle a un nom, mais les monuments sont sponsorisés en quelque sorte en Angleterre, c'est assez surprenant pour nous Français, même si ça commence à venir. Donc en gros, le nom de la roue porte le nom de la marque qui l'exploite. Bon, à la limite, on s'en fout, pour être honnête. Ce qui nous intéresse, nous, c'est notre flou radial. Et j'ai envie de faire une vignette. Donc une vignette, vous savez ce que c'est. C'est le truc qui va assombrir les coins, pour parler très vulgairement. C'est pas très technique, mais voilà ce que fait la vignette. Le problème, c'est que moi, mon sujet, il est plutôt ici, il n'est pas complètement au centre, donc j'aimerais bien que ma vignette, elle soit un petit peu décalée. Alors, je peux pas faire ça. Et avant, quand on voulait le faire, il fallait prendre le pinceau, donc le pinceau de retouche. Il fallait, du coup, se mettre avec une exposition réduite, prendre une brosse très très forte, et se faire une vignette à la main. Voilà. C'est pas très précis, mais c'était en gros ce qu'on faisait, pour venir décentrer notre vignette. Et encore là, c'est pas tellement une vignette, c'est plus un truc qui est un peu droit, quoi. Donc en gros c'était pas très convaincant, et puis en gros si on voulait que ce soit convaincant, il fallait quand même y passer du temps. Maintenant évidemment on va prendre le flou radial, on va se mettre hop ici, vous voyez que ça réagit au quart de poil. Hop, on met une ellipse ici, ou un cercle, donc on va lui faire prendre le haut, la gauche et le bas de l'image. Hop, à peu près, il me manque quelques pixels. Pouf pouf, hop, allez je vais y arriver, pile en haut si possible, et pile en bas. On peut le faire, vous voyez qu'on a pu faire une rotation, voilà. Donc là, j'ai du bleu, j'ai pas envie de mettre du bleu,
on va désaturer. C'était un réglage précédent que j'avais utilisé dans une autre photo. Et maintenant, on va faire exposition négative. Donc, ici, c'est inversé puisqu'on va de l'extérieur vers l'intérieur. On va mettre ici extérieur. Et vous voyez que j'ai fait ma vignette d'une manière décentrée. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette vignette, on va pouvoir lui dire d'envoyer de la clarté, par exemple, si on veut quand même récupérer des détails, ou au contraire, diminuer les détails. On peut lui dire aussi de désaturer, si on veut faire un effet moitié couleur, moitié noir et blanc. Bref, on peut faire plein de trucs à ce niveau-là. Et évidemment, tout simplement, on va pouvoir en mettre plusieurs. Bien entendu. Donc on peut très bien prendre un nouveau filtre radial. On va le placer sensiblement au même endroit. On va lui le mettre à l'inverse. On va enlever cette exposition négative qui est pas jolie, évidemment. Et par contre, sur le reste, on va du coup dire, maintenant je veux prendre l'intérieur et je veux accentuer la clarté à l'intérieur et saturer. Et maintenant voilà le résultat. On a produit une vignette. On a saturé et fait ressortir les couleurs à l'intérieur tout en accentuant les détails. Et ça donne une photo qui est quand même, encore une fois, beaucoup plus intéressante que ce qu'on a d'origine. Alors j'ai un petit peu forcé le trait ici pour que ce soit très visible. Très probablement, on aurait fait plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire une vignette mais pas aussi marquée. Et on aurait vignetté notre photo tout en accentuant ce qu'il y a au centre, mais au centre, pas complètement le centre que nous on veut. Et ça, c'était pas impossible puisque rien ne vous empêche de reproduire le masque au pinceau, évidemment, c'était pas quelque chose de irréalisable, mais c'était super fastidieux, c'était très long, pas très rentable de passer 20 minutes à peindre. Alors si vous aviez pas de tablette graphique, évidemment, c'était vraiment pas un cadeau de le faire à la souris, puisque comme vous le savez, dans Camera Raw, on n'a pas de plume par exemple ou d'outils qui permet de faire des sélections très précises, on fait tout un peu à main levée quoi. Donc c'était vraiment pas évident. Alors il y a une autre grosse nouveauté dans Camera Raw, c'est la possibilité de retoucher des images. Donc on va remettre cette image à 0, paramètre par défaut de Camera Raw, vous voyez que cette image est tordue. Alors vous allez me dire, c'est normal, si on regarde les métadonnées, cette image elle est à 17 mm, donc nécessairement cette image est tordue puisque c'est un grand angle. Et donc en fait on peut récupérer le résultat d'une manière assez facile avec un nouveau filtre qui va corriger la perspective. Donc vous connaissiez probablement déjà la correction de l'objectif. Quand on va dans profil, on peut lui dire activer les corrections de profil de l'objectif, et ici il faut lui indiquer l'objectif. Alors configuration, ici on va mettre par défaut, mais on va lui dire hop de choisir le profil Tamron et que c'est un 17-50. Donc là-dessus on remarque que déjà on a pu corriger la déformation optique et on va pouvoir aller sur couleur et supprimer l'aberration chromatique. Ensuite on va trouver dans manuel un nouvel algorithme qui s'appelle rectitude, qui s'appelle upright en anglais, et dès qu'on va lui donner par exemple automatique, il va faire une analyse et vous voyez qu'il va rendre les arêtes complètement droites, et du coup mes immeubles qui étaient complètement tordus vont être redressés. Alors dans l'aperçu j'arrive pas à la voir, on va lui faire avant ici, après. Une fois que c'est calculé, vous voyez que ça va beaucoup plus vite, il le recalcule pas à chaque fois. Donc du coup pour parvenir à ses fins, il est obligé de manger, de rogner dans la quantité d'images, la quantité de pixels disponibles, ce qui explique ici évidemment que du coup je perds un petit peu de matière et que malheureusement je me retrouve avec par exemple en bas un personnage qui est tronqué. Mais ça c'est la seule contrepartie, pour le reste vous voyez que mon image est maintenant parfaitement droite. Donc en gros la correction de l'objectif a été améliorée avec la rectitude, ou l'upright en anglais si vous l'utilisez bien entendu en anglais. Donc parmi les autres nouveautés qui sont apparues dans cette nouvelle version de Camera Raw, il y a la possibilité de détecter automatiquement les effets, les petites touches de poussière sur la lentille. Alors ici on va aller par exemple chercher cette image, et alors je suis pas sûr d'en avoir pour être tout à fait honnête, puisque normalement c'est plutôt en extérieur que ça se produit sur ce genre d'image, puisque du coup il y a toujours de la poussière qui traîne sur les objectifs. Et en fait quand on va aller chercher hop ici, afficher les temps directs, on va voir du coup un filtre en noir et blanc, on va dézoomer parce que là j'ai zoomé très très fort. Donc le correcteur, afficher les temps directs, et ça nous permet de voir en fait tous les éléments masqués et de voir éventuellement les petites taches. Et par exemple ici, on voit qu'il y a un rond, une tache qui est sur l'objectif,
Et donc on va pas la voir tellement à l'œil nu, mais une fois qu'on va l'imprimer, ça risque de se voir. Donc hop, on lui donne à manger ici la petite tâche et elle va disparaître. Et on peut recliquer ensuite sur afficher les tons directs. Donc ça permet d'afficher les poussières d'une manière beaucoup plus facile. On va prendre cette image ici qui a été prise en plus, il me semble, à travers une... oui, ça a été pris à travers une glace, à travers une vitre. Donc si on regarde sur le ciel, c'est peut-être potentiellement plus le genre d'endroit où on va en avoir. Donc on va lui dire par exemple, hop, retouche des tons directs, afficher les tons directs, et là, en faisant varier le résultat, on va voir que on a par exemple à différents endroits des taches qui ne sont clairement pas des nuages, qui sont plutôt des reflets ou des taches sur l'objectif. Donc on va hop peindre, en plus maintenant on peut peindre à main levée, donc c'est super confortable, boum. Voilà, et ça ce sont des reflets, un nuage qui a 3 rectangles, comme ça n'existe pas, et donc on a pu les corriger encore une fois très facilement. Donc voilà pour les nouveautés principales de Camera Raw 8, vous voyez que ça paraît pas grand chose en termes de quantité, mais c'est vraiment des choses qu'on attendait depuis super longtemps, puisqu'on peut maintenant, rien que avec le flou radial et ce nouveau correcteur de ton, travailler beaucoup plus vite. Et on va rester dans la thématique Camera Raw, puisqu'on va voir que maintenant Photoshop bénéficie de Camera Raw en tant que filtre. Ça paraît peut-être un petit peu abstrait, donc je vais vous montrer rapidement comment ça marche. C'est plutôt simple. Donc on va aller chercher par exemple une image issue d'une banque d'images. Donc on va prendre ça et on va ouvrir dans Photoshop CC, boum. Donc on va lui dire de préférer le profil incorporé, histoire de ne pas avoir de surprise au niveau des couleurs. Et donc par exemple sur cette image, j'aimerais bien faire un petit peu de clarté. C'est l'algorithme, on a vu, qui améliore les micro-contrastes locaux dans Camera Raw. Donc la clarté n'est pas disponible dans Photoshop, il faut bricoler un petit peu pour faire de la clarté. Normalement si je voulais faire à peu près l'effet de la clarté, et encore je dis à peu près parce que c'est pas vraiment tout à fait le même résultat, il faudra aller dans Filtre, Divers et faire un passe haut. Et là vous voyez qu'on va pouvoir faire une accentuation des contrastes sur les arêtes. Mais encore une fois c'est pas aussi précis que la clarté dans Photoshop, dans Camera Raw pardon. Donc il faudrait dupliquer, faire Filtre, Divers, passe haut, et venir faire un passe haut que l'on mettrait derrière, puisqu'on est sur un niveau de gris, en lumière tamisée. Et donc si on zoome sur cette image, vous voyez qu'on a accentué les détails comme la clarté le ferait. Mais c'est vraiment un palliatif. Pourquoi on pourrait pas en fait tout simplement développer cette image dans Camera Raw directement depuis Photoshop en fait? Et bien maintenant on va dans Filtre, Filtre Camera Raw. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va appeler Camera Raw sur cette image, en particulier sur ce calque, puisqu'on peut maintenant faire ça sur n'importe quel calque. Et on va pouvoir lui dire par exemple, je vais prendre le pinceau, et je vais lui dire que, donc on peut faire tout ce qu'on peut faire dans Camera Raw, on peut maintenant le faire ici sur un calque. Et donc je vais envoyer de la clarté par exemple sur cette zone de l'image, qui vous le voyez du coup contraste, fait vraiment une accentuation des contrastes, c'est bien plus qu'une accentuation des contours. Et on va pouvoir éventuellement faire un petit peu de rééclairage. On va pouvoir dire je vais faire un filtre radial. Donc évidemment les options de recadrage et tout ça sont pas disponibles, puisqu'on est sur un calque, on n'est pas dans un fichier brut. On va pouvoir centrer l'attention sur cet élément en particulier et faire une vignette un peu, encore une fois, décentrée. Donc vous voyez ici, hop, on va faire la vignette. Et l'extérieur, on peut par exemple le désaturer un petit peu, histoire de faire un effet de style avec l'intérieur saturé en couleur et l'extérieur désaturé vignetté. Et on va pouvoir cliquer sur OK. Et on remarque que le filtre a été appliqué, on a maintenant notre clarté qui s'est faite sur l'herbe et notre vignettage. Évidemment, la meilleure façon d'utiliser la chose, ce serait de convertir, en faisant filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Et maintenant de rappeler filtre Camera Raw, qui naturellement, en toute logique, s'applique sans aucun problème. Donc maintenant, malheureusement, il faut recommencer. Si je voulais pas recommencer, il fallait créer un paramètre prédéfini ici, mais bon, c'est pas grave. On va faire un petit coup de pinceau. On remet les choses à 0, histoire de repartir sur une bonne base. Donc hop, clarté positive. On va peindre l'avant. On va envoyer un peu de lumière. Hop, hop. Et ici, on fait notre vignette. Et donc, on désature l'extérieur. Et on clique sur OK.
Et le filtre Camera Raw va s'appliquer naturellement sur l'objet dynamique. Et n'importe quel filtre maintenant pourra s'empiler dessus sans problème, et on pourra cacher par exemple juste le filtre Camera Raw. Donc ça aussi, si vous faites beaucoup de matte painting, de trucage basé sur des environnements, si vous faites beaucoup de retouches photos, ça va être... alors je sais que c'est Photoshop, donc a priori on fait beaucoup de retouches photos, mais disons que si vous travaillez pas mal sur des fichiers bruts que vous amenez dans Photoshop pour ensuite les truquer, là pour le coup c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile, et vous aurez vraiment du mal à vous passer de Photoshop CC à ce niveau. Malheureusement cette fonction n'est pas disponible dans Photoshop CS6, donc je vous ai dit au début les changements sont pas draconiens, mais pour certains types d'opérations, certains types d'utilisation de Photoshop, les quelques nouveautés qui sont là dans CC, puisqu'il n'y en a pas des tonnes non plus, elles sont vraiment très bien vues et très bien ajustées. Je vais pas suivre le discours vraiment marketing à fond, je vais pas vous dire c'est vraiment la version du siècle, il y a des tonnes de nouveautés, il y en a pas beaucoup. Par contre ce truc là, moi je sais d'avance que je vais l'utiliser en permanence, puisque Camera Raw c'est vraiment un de mes outils favoris, parce qu'il est très puissant et parce que je travaille tout le temps avec des fichiers bruts, et de pouvoir du coup amener un calque qui pourrait d'ailleurs très bien être issu d'une photo que j'ai pris moi-même en fichier brut, et l'idée de pouvoir le redévelopper, le remodifier avec les outils de Camera Raw, dont notamment la clarté qui je trouve fait cruellement défaut dans Photoshop, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important pour moi. Je sais pas si ça va l'être pour vous, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Alors je l'attendais pas parce que je m'y attendais pas vraiment, je pensais pas qu'ils allaient le faire comme ça, je pensais plutôt en fait qu'il y aurait un jour un calque de réglage qui serait présent. Donc si on va dans Fenêtre et qu'on va dans Réglages, hop, on va trouver les calques de réglage qu'on va ancrer d'ailleurs, hop, dans la palette propriétés ici. Et je pensais qu'ici, à côté de Vibrance, qui a été rajouté dans Photoshop CS4, qui est donc une technologie issue de Camera Raw, je pensais qu'un jour il y aurait un clarté, par exemple, pour faire un calque de réglage de clarté. Donc là, on peut le faire, on peut simuler, on peut mettre un filtre Camera Raw et venir peindre avec le masque pour dire je vais faire de la clarté à certains endroits. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait, sur l'objet dynamique, prendre un filtre Camera Raw, mettre tout à 0, juste envoyer une clarté à fond, poum, à 100, donc tout va être pris dans la clarté, on va cliquer sur OK, et pour que la clarté on la sélectionne dans Photoshop nous-mêmes, on va devoir tout simplement prendre et peindre sur le masque du filtre et dire ben il y a des endroits, par exemple sur le ciel, vous voyez, où je veux pas qu'elle s'applique, parce que je veux que le ciel reste un petit peu diffus, pas très contrasté. Voilà, là je l'ai fait vraiment à main levée de manière très violente, et du coup vous voyez qu'on a pu peindre sur le masque, et il y a des endroits donc cette clarté ne s'applique pas. Donc on est revenu, on a un petit peu simulé nous-mêmes notre calque de réglage clarté en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien. Parmi les grosses nouveautés qui sont un petit peu détournées de ce qu'on a vu au tout début avec ce qui améliore donc la netteté sur le flou du bouger, il y a le fait de pouvoir maintenant resampler les images lorsqu'on change de taille d'une manière plus précise. Donc on va regarder ça tout de suite, on va prendre par exemple, je suis en train de réfléchir à l'image que je vais prendre. Donc je vais prendre une image issue de banque d'images. Donc on va prendre ça par exemple, et on va ouvrir Photoshop CC. Donc sur cette image, si on va dans Image, taille de l'image, ce n'est pas marqué comme une nouveauté dans le menu, et pourtant vous voyez que la boîte de dialogue est quand même complètement différente. Donc cette image fait 3400 par 2442. Quand on faisait un changement de taille, par exemple si on voulait mettre en pixels et qu'on disait bah tiens on va mettre du 72 dpi à 1200 pour faire quelque chose qui par exemple se mette facilement sur Facebook ou sur un site web, un portfolio, déjà maintenant on voit l'aperçu se faire à 100% directement dans la fenêtre, donc ça permet de juger en fait de la qualité du rééchantillonnage. Ce rééchantillonnage va pouvoir être automatique, bicubique plus net ou bicubique plus lisse, et on a maintenant en fait des nouvelles fonctions. Donc le bilinéaire était présent. On a en fait un conserver les détails qui permet en fait d'accentuer et de conserver les détails lorsqu'on agrandit l'image. Par exemple en fait cette image qui est dans une taille de l'image, ça fait à peu près 21-29,7, donc ça fait à peu près une image A4 au format portrait. Si j'ai envie d'en faire une image au format A3, il va falloir mettre du coup une largeur de 42 cm, et bah du coup on va forcément perdre des détails. On va mettre ici, on va mettre dégradé lisse en bicubique, et on va se mettre sur le visage. Et vous voyez que ça pixelise pas mal,
puisqu'on a demandé de créer plus de pixels avec une image qui en avait moins. Donc forcément Photoshop il est obligé d'inventer des éléments qui n'existent pas. Et du coup ça fait des agglomérations, ça fait des approximations et on remarque des mosaïques qui apparaissent, car en plus de ça, pour ne rien gâcher, c'est du JPEG, donc il y a la compression qui se mêle à tout ça, et c'est évidemment pas très folichon. Si on se met sur le nouvel algorithme conserver les détails, eh bien vous voyez que l'image paraît plus nette, les contours ont été redessinés, et donc on a sauvegardé des détails qui fait que même si on agrandit, on va pouvoir conserver quelques détails. Ne vous attendez pas, encore une fois, à des miracles. Je sais que quand on vous présente les choses dans les vidéos, ça a l'air tout de suite super génial. Une image qui a 100 pixels, si on lui demande d'en mettre 8000, forcément ça va pas être joli. Donc ici, on a fait un x2 sur une image qui était déjà détaillée. C'est quand même un peu violent, mais on a vu que on a quand même récupéré des détails par rapport à la méthode d'analyse précédente qui était présente dans Photoshop CS6 et les versions antérieures. Ça va du coup générer peut-être un petit peu de bruit, notamment dans les zones les plus sombres, puisque c'est dans cet endroit-là que on a le plus de problèmes à avoir du détail. Donc là, par exemple, autour de la valise ou sur les ombres des jambes, ou même ici, on va faire apparaître un petit peu de bruit. Donc je vais faire encore une fois un comparatif. Le bicubique d'origine, vous le voyez ici, était un peu flou. Conserver les détails, ça va redonner un petit peu de peps à mes contours, et on peut éventuellement réduire le bruit. Et vous voyez ici tous les petits granulés qui apparaissent, parce que cette image a été quand même pas mal agrandie. On va pouvoir les réduire via une technologie qui sort en fait tout droit de Camera Raw, et qui est la technologie utilisée pour réduire le bruit dans Camera Raw. Donc on va pouvoir, vous le voyez, avoir une image qui va être pas mal réduite au niveau du bruit. Alors quand on réduit le bruit, forcément aussi, on réduit un petit peu la netteté, mais ça permet encore une fois de jouer au niveau du compromis. Ici, donc ça pixelise un petit peu sur le visage, une petite réduction de bruit, et vous voyez que l'ajout est redevenu ici assez lisse. On va cliquer sur OK, et on va se retrouver avec une image 2 fois plus grosse, avec une image qui a quand même une qualité tout à fait exploitable en prod, pour imprimer par exemple un poster. On pourrait faire maintenant du coup, et c'est encore une nouveauté, c'est justement pour ça que je le fais dans cet ordre, on va pouvoir du coup maintenant faire une netteté optimisée là-dessus. La netteté optimisée se trouve dans Filtre, Renforcement, Netteté optimisée, on voit que c'est d'ailleurs surligné en bleu, et on va pouvoir, vous voyez, bénéficier d'une nouvelle boîte de dialogue qui elle aussi vous affiche un aperçu à 100%, et avant en fait on avait tout simplement temps foncé, temps clair sous forme de tab, sous forme d'onglet. Maintenant c'est présent ici sous forme de glissière à déplier, donc ça revient un peu au même, et ça permet de faire une accentuation de la netteté différente sur les temps foncés des temps clairs. C'est-à-dire en gros par exemple de ne pas en faire sur les tons foncés, c'est-à-dire en estampant vraiment l'accentuation, sur une gamme de tons qui va être réduite, c'est-à-dire pour ne pas vraiment prendre beaucoup de tons foncés comme étant des tons à améliorer au niveau de la netteté. Par contre les tons clairs, on va pouvoir agrandir cette gamme et faire un rayon un peu plus large pour accentuer un peu plus la netteté. On peut dire au passage supprimer le flou de l'objectif. Alors si vous avez fait auparavant la réduction du bruit, la réduction du mouvement, sur le premier filtre qu'on a vu dans cette vidéo, c'est pas la peine de faire un flou de l'objectif, donc ici on peut le laisser, de toute façon ça mange pas de pain, s'il n'y a rien à détecter, il le détectera pas, il fera pas de suppression. Donc ensuite on va pouvoir régler le gain, rayon, réduction du bruit. Le rayon c'est l'épaisseur en fait de l'accentuation qui va être faite sur chaque arête, c'est-à-dire chaque contraste détecté. Le gain c'est avec quelle force ça va s'appliquer, donc ici je vais mettre tout à 0, et vous voyez que sur les cheveux, on a perdu beaucoup. Dès qu'on va augmenter le rayon et surtout augmenter le gain, vous allez voir que voilà, il y a des détails qui vont ressortir sur les cheveux. Ici c'est très violent puisque j'ai mis un rayon qui est très important, donc ça fait une sorte de halo lumineux sur mes détails. On va mettre quelque chose de plus raisonnable, voilà, comme par exemple autour de 1, 1,1 et un gain autour de 160. Et donc ce réglage là va s'appliquer donc en particulier sur les tons clairs et très peu sur les tons foncés, puisque j'ai dit de l'estomper sur les tons foncés. Et donc ça permet du coup de retrouver des détails sur mes cheveux. Donc là on va tout simplement maintenant valider, et notre netteté optimisée sur notre image qui a été agrandie va pouvoir s'appliquer. Encore une fois, j'ai pas créé de filtre dynamique, mais tout ça marche sans problème sur un filtre dynamique, c'est-à-dire un objet dynamique, puisque c'est évidemment la même technologie à la base. Donc on va tout simplement maintenant créer un nouveau document, juste pour vous montrer rapidement les nouvelles options au niveau du panneau propriétés. Si vous êtes toujours sur CS6 et que vous envisagez de travailler
d'apprendre Photoshop CS6 avec une formation CC, vous ne serez pas dépaysé. C'est juste que sur les formes, par exemple ici, sur cette forme, on a un nouveau panneau, vous le voyez, qui permet de dessiner des formes d'une manière un peu plus précise, où on va pouvoir faire des intersections avec ce qu'on appelle le Pathfinder, par exemple. On va pouvoir régler les arrondis. Bref, il y a on peut aussi gérer les extrémités, les options de tracé, faire des pointillés. Donc tous ces trucs-là, qui sont plutôt issus d'Illustrator, vont maintenant être disponibles dans Photoshop CC. Les options seront pas, la palette sera pas tout à fait identique dans Photoshop CS6, mais il n'y a rien qui vous empêchera de travailler de l'un à l'autre si vous jonglez par exemple avec les deux versions, entre votre machine du bureau par exemple et votre machine personnelle. Donc c'est vraiment des ajustements mineurs à ce niveau-là, ils sont juste pratiques pour ceux qui travaillent beaucoup avec le vectoriel et qui par exemple travaillent avec des allers-retours dans Illustrator et sont amenés à travailler avec des logos, à faire des chartes graphiques et ce genre de choses. C'est aussi utile d'ailleurs en web design. Donc on va maintenant ouvrir, en passant par Bridge, une maquette web. Justement, on va rester dans le thème et on va voir une nouvelle fonction qui permet d'isoler des calques, qui est, je pense, quelque chose qui a été repris de After Effects au niveau de l'idée et de la technologie. Si par exemple je veux me concentrer sur certains calques en particulier, on va prendre par exemple la boîte, où est-ce qu'on va aller d'ailleurs? On va aller chercher, hop, une composition de calques, parce que c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer, voilà. Et là-dedans, on a par exemple contenu, c'est-à-dire un groupe de calques qui nous affiche tout le contenu de notre page, puisqu'on est sur une page sur un site web. Et donc là, vous voyez que j'ai quand même pas mal de calques qui s'affichent là-dedans, c'est-à-dire que dans notre boîte de contenu, il y a les commentaires, les photos et la fiche produit. Par exemple, j'ai envie de travailler que sur la fiche produit et de ne pas voir les autres calques. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces calques-là, qui sont présents dans le dossier, donc je pourrais cacher tout le reste, mais je vais les sélectionner, et je vais dire, je vais aller dans sélectionner. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous voyez que en fait, ça cache tous les autres calques. Alors c'est exactement le même principe que le mode Shy qu'il y a dans After Effects qui permet de cacher des calques. C'est-à-dire on active la possibilité que ces calques soient discrets, cachés, et dès qu'on active le bouton qui permet d'activer la sélection, vous voyez qu'on revient à chaque fois sur la sélection. Par exemple, j'ai envie de travailler que sur 2 calques pour le moment, hop, j'active sélectionner, et ça me permet du coup de retrouver ça facilement. Donc c'est pas grand chose, mais ça permet quand même, sur des maquettes en particulier comme ici sur du web design, d'avoir quelque chose d'assez facile à utiliser, parce qu'en web design on retrouve, et même dans les designs d'interface en général, si vous faites des applications iPhone, iPad, Android, ce genre de design d'interface qui nécessite de créer des tonnes de calques, parce qu'il y a des curseurs, des petites bulles, des dégradés, il y a toujours plein de trucs en fait qui se baladent dans les designs d'interface. On se retrouve très facilement avec 100, 200, 300 calques, voire même peut-être un millier, hein, si jamais vous avez des trucs très complexes. Et bon, c'est bien de pouvoir afficher exactement ce qu'on veut. Donc dans Photoshop CS6, pareil, si vous apprenez Photoshop en faisant une formation CC, et que vous êtes encore sur CS6 parce que vous n'avez pas encore updaté, parce que vous savez pas trop si vous voulez le faire ou pas, ne vous faites pas de soucis, ces améliorations de filtres, c'est-à-dire de recherche de calques, étaient déjà présentes dans CS6, il y a juste un truc qui a été ajouté dans CC, donc c'est pas vraiment un changement très important. Donc on va fermer un petit peu des documents, parce que j'ai plein de trucs ouverts. On va revenir à un Photoshop, voilà, par défaut, et on va aller voir dans les préférences un nouveau menu, qui s'appelle ici, hop, Général. Donc ça c'est pas nouveau, mais c'est juste, je vais dans Général pour le moment, et je vais juste vous montrer synchroniser les paramètres. Donc ici il est synchronisé sur mon compte, bien entendu, et je vois que je vais pouvoir en fait à chaque machine que je vais utiliser, j'ai droit à 2 machines avec le Creative Cloud, que je vais pouvoir synchroniser mes préférences, mes actions, mes formes, mes nuanciers. Et donc ça c'est vraiment génial, puisque du coup quand je vais ouvrir une machine avec mon autre compte, c'est un peu comme l'iCloud avec Apple, ou avec Microsoft aussi avec Windows 8 maintenant. En gros, vous changez d'ordi, mais vous retrouvez vos motifs, vos contours, vos dégradés, vos formes, vos brushes, enfin tout votre petite préférence, tout votre environnement de travail vont se synchroniser. En cas de conflit, c'est-à-dire s'il y a une version plus récente qui a été détectée, vous pouvez choisir de demander ou de conserver les paramètres distants ou les paramètres locaux. Donc c'est pas grand chose encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique pour ceux qui travaillent comme moi un petit peu en déplacement et qui ont du coup des fois des conflits ou qui ont envie de récupérer leur brosse facilement. Enfin, on peut du coup arriver à faire des choses beaucoup plus simplement quand on se balade avec plusieurs machines, en particulier genre une machine de bureau, un portable. Et bien là tout est synchronisé sur un même compte, j'ai pas à me soucier de transporter mes brosses. Avant, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on exportait à la main les fichiers et on les mettait par exemple sur un machin comme Dropbox
pour pouvoir les synchroniser automatiquement. Évidemment, c'était un petit peu fastidieux. Donc il y a quelques petits trucs après qui ont été améliorés dans Photoshop CC. Au niveau, par exemple, ici, vous le voyez, des styles de paragraphes, il y a quelques options en plus quand on crée des styles de paragraphes, mais c'est vraiment anecdotique, c'est pas monstrueux. On peut, et c'est aussi une nouveauté, on va réouvrir notre maquette web. C'est pas une nouveauté de Photoshop CC, mais ça a été incorporé dans Photoshop CS6 pour ceux qui étaient abonnés, donc c'est une fausse nouveauté en quelque sorte. Ceux qui étaient abonnés à CS6 l'ont déjà. On peut prendre par exemple ici ce bouton, donc on va mettre calque groupe, on va pouvoir le sélectionner. Alors j'ai pris le curseur malheureusement, mais hop, on va prendre le bouton et enlever le curseur, et en fait on peut dire ici dans édition, on a copier avec fusion, collage, donc tout ça, ça permet de coller des images, mais on a un autre copier maintenant qui n'est pas dans l'édition, et vous allez le trouver dans calque, et on va dire copier CSS. Et en gros, l'élément que je viens de sélectionner, je vais en fait ouvrir Text Edit, on va créer un nouveau document, et on va coller, et vous voyez qu'il m'a créé le CSS qui correspond à mon bouton. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour les web designers, c'est pas une nouveauté de CC. Ceux qui ont Photoshop CS6 en abonnement l'ont aussi. Alors du coup, si vous avez Photoshop CS6 en abonnement, vous avez du coup automatiquement Photoshop CC puisque c'est l'abonnement au Creative Cloud. Mais c'est vraiment une fausse nouveauté. Je suis en train de remarquer d'ailleurs une faute d'orthographe dans ma maquette. C'est une maquette pour tuto, donc c'est pas quelque chose qui est en production, rassurez-vous, mais je viens juste de mettre le nez dessus. Appartement, il faut un E évidemment. Donc voilà, on peut copier du CSS, c'est pas une vraie nouveauté à proprement parler. On va revenir vite fait sur une image avec un modèle, parce que il faut juste que je vous montre quelque chose qui a changé dans CC. On va prendre encore celle-là. Donc une des nouveautés qui est vraiment une petite nouveauté, ils n'en ont pas forcément trop parlé, c'est dans sélection la plage de couleurs, qui a déjà été améliorée dans CS5 si mes souvenirs sont bons. Et bien si vous faites une sélection comme d'habitude, on peut dire de faire coloration de la peau, donc il va pouvoir trouver automatiquement les tons de la peau. Malheureusement ici les tons de la peau sont contaminés avec le sable, donc il m'a sélectionné aussi pas mal de sable avec la peau, mais je vais obtenir une sélection. La nouveauté maintenant, c'est que si jamais je vais dans une autre image, je vais faire sélection plage de couleurs, coloration de la peau, tolérance, hop, je vais faire cette sélection là aussi. Et donc en fait l'astuce c'est qu'il se souvient en fait du réglage qui a été fait. Je vais annuler cette sélection, je vais faire sélection plage de couleurs, et j'ai du coup ma sélection qui a été gardée. Donc on va la modifier, on va prendre par exemple la pipette et on va faire une sélection du ciel à la place. On va essayer parce que ça va pas être évident. Diminuer la tolérance un petit peu. Voilà. C'est pas parfait mais c'est juste pour l'exemple. Pipette, et on a obtenu ce réglage, on a fait notre sélection. On va aller sur l'autre image. On va faire sélection plage de couleurs. Et vous voyez qu'on a une pipette avec une tolérance de 20 et on a récupéré notre sélection. Donc ici les images n'ont rien à voir, mais on a pu quand même passer d'une image à l'autre avec le même réglage, et le réglage est sauvegardé dans la fenêtre. Donc ça évite en fait de faire enregistrer à chaque fois et de faire charger, il le garde d'une image à l'autre. C'est pas grand chose, encore une fois, mais ça permet vraiment de faire des choses intéressantes. Donc voilà pour les nouveautés principales de Photoshop CC. Il y a quelques petits trucs, comme on vient de le voir, qui ont été rajoutés, mais qui vont pas forcément vous changer la vie. Les grosses nouveautés, on les a vues. Je vais peut-être me répéter, mais si on fait un petit bilan, c'est pas une nouvelle version aussi impressionnante que ce qu'on avait eu au niveau de Photoshop CS6, qui était vraiment une très très belle version avec beaucoup de grosses nouveautés, un changement d'interface qu'on demandait depuis quasiment 10 ans. Donc c'était vraiment c'était quand même un peu une révolution. Si vous êtes abonné à Photoshop CS6 Creative Cloud, pas de problème, vous aurez Photoshop CC qui va se mettre à jour à partir du 18 juin au matin, c'est-à-dire aujourd'hui, le moment où j'enregistre cette vidéo, donc a priori vous devriez la voir. Si vous êtes avec Photoshop CS6 version boîte, ici il faut vraiment peser le pour et le contre, puisque vous pouvez garder votre version boîte, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous abonner au Creative Cloud, donc là-dessus c'est pas un problème. Par contre évidemment toutes les nouvelles fonctions ne seront faites que pour les abonnés du Creative Cloud, donc en gros il n'y aura pas de Photoshop CS7. Est-ce que les nouveautés de Photoshop CC qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo sont vraiment très importantes pour vous? Ça c'est à vous de répondre. Je dirais que si vous travaillez beaucoup à base de photos et de retouches photos pour faire du trucage, du matte painting, ou si vous faites des illustrations, si vous faites de la retouche de mode, ne serait-ce que pour les nouveautés de Camera Raw et l'intégration de Camera Raw dans Photoshop, ainsi que le nouveau filtre qui corrige le flou du bouger, je pense que c'est nécessaire de passer à Photoshop CC.
Si vous êtes illustrateur et que vous passez plutôt votre temps à dessiner avec des brosses, à utiliser la tablette, à faire du dessin dans Photoshop, alors là je pense que c'est peut-être un peu moins pertinent, parce que vous avez vu que les filtres d'amélioration de netteté et de correction du flou du bouger sont par définition des choses qui s'appliquent sur de la photo. Donc si vous travaillez sur du dessin, je pense que c'est peut-être un peu moins pertinent et urgent de passer à la nouvelle version. Donc bon, après il y a quand même des choses pratiques pour vous aussi, par exemple la synchronisation des brosses dans le Creative Cloud, mais il faut quand même peser le pour et le contre, notamment au niveau du coût, comparer le fait de ce que va vous coûter l'abonnement sur plusieurs années par rapport à la version boîte que vous avez achetée, qui du coup sur plusieurs années va pouvoir être amortie. Donc je vais être tout à fait honnête, faites bien attention de voir si tout ce qu'on a vu ensemble au niveau des nouveautés, c'est vraiment pertinent pour vous. Alors après, il y a d'autres avantages au Creative Cloud. Ici, il n'est pas présent dans la barre parce que je suis en train d'enregistrer, donc j'ai pas envie qu'il m'affiche des trucs pendant que j'enregistre, mais naturellement, ça vous permet, le cloud, d'installer ça assez facilement, puisque du coup, dès que votre abonnement est installé, vous cliquez sur un élément et une application s'installe ou se désinstalle, donc c'est hyper simple d'installer des trucs. Et vous avez une synchronisation avec Behance, le moteur qui permet en fait de faire des boucles, des portfolios en ligne. C'est maintenant intégré à la Creative Suite. Donc on va aller vite fait sur behance.net et je vais vous afficher le résultat sur l'écran, sur le bon écran, parce que j'en ai un autre à côté. Hop là, voilà Behance. Donc ça vous permet de faire du portfolio. Donc par exemple ici, on peut aller voir mon portfolio. Donc on va aller dans mes collections. Et je vais aller plutôt sur mon profil, en l'occurrence. Voilà, et là on voit mon portfolio avec toutes mes images. Donc maintenant, dans la Creative Suite, on peut aller dans le menu Creative Suite qui est présent en haut, venir synchroniser son compte avec la Creative Suite. Et en gros, depuis l'interface Creative Cloud, vous pouvez synchroniser des fichiers, donc ça va agir comme Dropbox, c'est-à-dire que vous pouvez partager des fichiers, par défaut ils sont privés, mais vous pouvez les partager avec des clients par exemple, pour envoyer vos travaux, et vous pouvez dire qu'un travail en particulier présent sur l'espace Creative Cloud va être synchronisé, et va être du coup publié sur Behance, donc ça vous permet de travailler vos images naturellement dans Photoshop ou tout autre logiciel du Creative Cloud, et de le publier très simplement sur ce site qui est vraiment très pratique, très pro, puisqu'on peut aussi avec une version payante, venir chercher le Pro Site, qui permet en fait de faire un petit peu plus de customisation en fait sur les portfolios. Donc le ProSite, je sais pas si je pense pas que le mien soit activé. Voilà, ça vous permet, vous voyez, d'avoir des portfolios un petit peu plus personnalisés que simplement l'interface par défaut de Behance. Il faut savoir qu'il y a une application iPhone pour Behance, peut-être même d'ailleurs une application Android. Je suis pas au courant s'il y a une application Android, mais en tout cas il y a une application iPhone. Et donc le fait de publier via le Creative Cloud sur Behance, ça vous permet au passage, en plus d'avoir une application, de pouvoir aussi être consulté sur un mobile. Donc c'est vraiment une bonne idée de partenariat qui a été faite là par Adobe, puisqu'en gros ce sont les leaders, hein, tout simplement. Donc ça vous permettra de partager des choses très simplement. Donc par défaut, faut pas oublier que les éléments sont privés sur le Creative Cloud. Ne vous inquiétez pas, ce que vous publiez sur le Creative Cloud n'est pas rendu public, hein, vos images ne vont pas se retrouver dans la nature. Et vous choisissez vraiment à la demande spécifiquement quel fichier va être partagé et avec qui. Et donc du coup ça vous permet de avoir un dossier partagé avec un client et un autre dossier avec un autre client et ainsi de suite. Donc voilà pour les nouveautés de Photoshop CC. Donc si vous voulez en savoir plus sur mes productions sur tuto.com, vous pouvez vous rendre sur tuto.com et dans le moteur de recherche, si vous tapez Julien Ponce tout attaché, et bien en fait vous allez retrouver mon profil automatiquement avec toutes les dernières formations publiées. On remarque ici d'ailleurs les formations Lightroom 5 qui viennent juste d'être publiées justement. Donc ça vous permet de vous tenir au courant, de choisir des tutos en particulier sur un logiciel. Par exemple, on peut choisir Photoshop ou Lightroom et ainsi de suite. Je vous invite aussi à consulter ma page Facebook officielle, facebook.com/julienponsuka, qui vous permet de vous tenir informé, bien entendu, de la sortie des tutos, mais surtout aussi de tout ce qui me passe par la tête au jour le jour. On parle là par exemple de concept art, on parle d'effets spéciaux, évidemment de l'actualité Apple, mais aussi haute technologie, musique, jeux vidéo, tous les trucs un petit peu de geek qui font l'inspiration au jour le jour des designers. Donc facebook.com/julienponsuka. Évidemment la formation que vous venez de suivre qui est gratuite, puisque je considère que les nouveautés, il faut faire des formations gratuites pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a de nouveau dans un logiciel avant de vous décider à l'acheter ou non. Donc cette formation est gratuite, elle fait partie d'un pack qui est en fait tout simplement la formation complète à Photoshop CC par la pratique, qui vous permet en fait de vous former à Photoshop CC et Photoshop CS6, puisque comme on l'a vu dans cette vidéo dédiée aux nouveautés,
tout le logiciel n'a pas changé, il y a quand même une énorme base, enfin on va être honnête, il y a 95% du logiciel qui n'a pas changé, et il y a quelques nouveautés que l'on a vues dans cette formation. Et donc par contre, si vous cherchez à vous former avec Photoshop, vous former sur Photoshop, que vous ayez Photoshop CS6 ou Photoshop CC, je vous invite à consulter cette formation complète. Vous allez voir sur mon profil sur tuto.com et vous tapez Photoshop CC formation complète. Elle devrait aussi apparaître dans le listing ici des tutos, sauf qu'au moment où j'enregistre cette vidéo précisément, elle n'est pas encore passée en modération, mais vous la verrez apparaître évidemment dans le listing. Donc avec Photoshop CS6 ou avec Photoshop CC, vu que la base du logiciel est la même, vous pourrez vous former à Photoshop sans aucun problème. Vous pouvez très bien suivre la formation complète à Photoshop CC avec Photoshop CS6 et acheter plus tard Photoshop CC par exemple. Si vous avez déjà été formé à Photoshop CS6, vous avez suivi une formation complète, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Vu le peu de nombre de nouveautés que l'on a dans ce CC, je vous déconseille de resuivre une formation complète, je vous conseille plutôt de faire des tutos sur les nouveautés, comme celui que vous venez de suivre, mais je sais qu'il y en a d'autres sur internet, il y en a même d'ailleurs évidemment des officiels faits par Adobe, si vous comprenez l'anglais, vous pourrez suivre cela, et je vous conseille plutôt de suivre des tutos spécialisés. Par exemple, j'ai sorti un tuto sur les bases de la retouche non destructive, et du coup ça vous permet d'apprendre à faire des retouches d'une manière très professionnelle en utilisant des techniques avancées, que ce soit avec Photoshop CS6, avec Photoshop CC bien entendu, puisque les deux sont compatibles. Donc essayez plutôt de vous spécialiser plutôt que de racheter une formation complète si vous avez déjà suivi une formation complète à CS6. Je considère que si vous êtes déjà formé à CS6, je vous forme gratuitement aux nouveautés, et après il vaut mieux que vous appreniez des nouveaux éléments plutôt que de réapprendre des choses que vous avez déjà vues, bien entendu. Donc je préfère être honnête avec vous. Vous avez jamais suivi de formation à Photoshop, vous pouvez faire cette formation complète à Photoshop CC avec Photoshop CS6 ou avec Photoshop CC. Et si vous avez déjà suivi une formation complète, eh bien redirigez-vous plutôt vers des tutos plus spécialisés dans des domaines qui vous plaisent afin de peaufiner un petit peu vos techniques. Dans tous les cas, merci énormément de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir avec moi ces nouveautés de Photoshop CC, puisque c'est toujours un événement quand même d'avoir un nouveau Photoshop. C'est toujours important dans la vie professionnelle d'un designer d'avoir une nouvelle version de son outil de travail. Et je vous donne rendez-vous tout simplement bientôt pour une nouvelle production de tuto sur Photoshop. À bientôt, salut!